ce second temps de parole, on va parler développement économique puisque le ministre de l'Intérieur a dit que c'était ce qu'il souhaitait. Alors on a avec nous Charles-Henri Mandalas qui est président de l'UMI. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Un déjeuner dimanche midi qui a été organisé avec des chefs d'entreprise et autour du ministre. Mais malheureusement, il n'y avait pas à ce déjeuner ni les présidents de syndicats de métiers, donc comme vous, puisque vous êtes les métiers de l'hôtellerie, ou bien les organisations patronales ou les organisations syndicales. C'est curieux quand même. Oui, ça nous a semblé un peu curieux. Bon, la visite ministérielle, effectivement, était courte. On n'a pas eu spécifiquement le programme déjà au départ. Ça a été quand même assez opaque pour nous. On ne savait pas exactement ce qui allait être fait. Ça a été un peu décidé au dernier moment. Bon, bien souvent, il y a quand même des changements de planning. Hein. Ils ont des impératifs, etc. Mais quand on entend parler développement économique, déjeuner avec le monde économique, on s'attend bien évidemment, normalement, à voir les organisations salariales et les organisations patronales en tour de table pour évoquer effectivement l'alignement du droit social, l'évolution de Mayotte, la partie tourisme. Et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, on fait avec ce qu'on voit dans les journaux. Alors, mais nous, on va en parler de ce développement économique parce que c'est vrai qu'on l'attend tous. Enfin, on a tous envie que les entreprises travaillent, que de l'emploi soit créé. Quels sont aujourd'hui, quel est l'état du monde économique entre la période post-Covid? On voit aussi les procès sur les indemnités visiblement indûment perçues de certains, la sécurité, l'eau. Comment va le monde économique ? C'est pas simple de détailler tout ça parce que ça dépend des secteurs d'activité déjà. Bon, nous, sur l'hôtellerie-restauration, on a été terriblement touchés par la partie Covid. Hein. Chacun se rappelle de toutes les restrictions qu'on a eues et qu'on a subies. Donc ça n'a pas été évidemment une période très très facile. Et dans la foulée, on a enchaîné sur de multiples problématiques à Mayotte, comme la crise de l'eau, bien évidemment, l'insécurité, etc., etc. Donc on peine quand même à relancer la machine. La machine ici à Mayotte est portée essentiellement par des marchés État. Donc si on se réfère par exemple aux dernières, voilà, c'est quelque chose qui m'a quand même un petit peu fait bondir, aux dernières statistiques INSEE, notamment sur les chiffres qui laissent entendre une période florissante quasiment. De fréquentation touristique, voilà, c'est un rapport de la semaine dernière. Oui, alors il faut savoir de quoi on parle quand même. Le remplissage des établissements hôteliers, s'il est lié à une fréquentation notable de par le fait de l'opération, notamment Bambouchou sur l'île, c'est un portage qui est lié à une fréquentation de personnel de type État et qui n'est absolument pas un développement pérenne ou touristique comme on pourrait le voir. Donc, grand bien face aux confrères qui pourront faire un bon trimestre et avoir un taux d'occupation qui permette de faire tourner leurs établissements, heureusement. Mais quand même, il va falloir regarder derrière ces chiffres-là et se poser les bonnes questions. Quelle est l'image de Mayotte aujourd'hui à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on renvoie effectivement à nos compatriotes, voire à l'étranger? Il me semble quand même assez évident que depuis un an, l'image est passablement écornée et qu'on va avoir un travail de titan à faire pour refidéliser une clientèle, recréer même une clientèle, en effaçant tous les problèmes et en faisant revenir les gens. Hein. Alors, il y a... Dans le développement économique, il y a un sujet qui est important, c'est la convergence sociale. Derrière la convergence sociale, il y a effectivement des cotisations qui sont contributives et d'autres qui sont non contributives. Les contributives, ça veut dire concrètement, pour nos téléspectateurs, que le salarié ou l'employeur participe dans les charges sociales et les charges patronales. Ça veut dire que voilà, l'employeur paye plus et le salarié reçoit moins. Est-ce que c'est quelque chose qui s'envisage de manière sereine aujourd'hui, 2036, 2031? Certains disent on le veut demain, on la veut demain, cette convergence. La réalité, c'est quoi aujourd'hui, Charles-Henri Mandalas? Alors, la réalité, c'est qu'on est engagé, nous, déjà au niveau des CHR sur notre partie... C'est quoi CHR? Café, hôtel, restaurant. Sur notre partie convention collective propre, notamment sur notre secteur. Je parlais pour ce qui est de notre secteur, puisque c'est celui dont j'ai la responsabilité. On travaille en groupe au niveau du MIH Mayotte sur notre convention collective et son application possible à Mayotte, et donc un travail de fond avec nos amis des organisations salariales. On a des échanges qui sont fréquents avec les services de l'État, des formations à la négociation, des échanges sur comment on voit le sujet et comment on va l'appréhender,
pour avoir un raccourcissement du calendrier initial, un rapprochement des alignements sociaux qui seront, de la convergence sociale qui sera plus rapide que celle prévue, mais en ordre de marche quand même qui soit cohérent. Parce qu'effectivement, on ne peut pas appliquer tout d'un coup, c'est déjà totalement infaisable. Il se pose aussi un problème assez simple, le Code de la sécurité sociale aussi, parce qu'on ne peut pas demander une convention collective si le reste aussi n'est pas forcément présent. Donc ça pose d'énormes soucis. Donc là, on est en pleine réflexion, en pleine discussion, en pleine avancée. En tout cas, il y a une vraie volonté, nous, de notre côté syndical, d'y parvenir. Mais d'y parvenir pas à n'importe quel prix, parce qu'il en va de la survie des entreprises, évidemment. Alors, il y a quelques semaines, au mois de mai, l'État a lancé un vaste chantier avec les organisations patronales, les organisations salariales, pour travailler sur des accords de branche. Tout ça, ça a un coût. Oui, évidemment que ça a un coût. Mais de toute façon, encore une fois, on rejoint le global des CCN, des conventions collectives nationales dont on est en train de parler. C'est évident que là, on est engagé dans un process qui va forcément impacter les entreprises et leurs cotisations, leurs charges plus généralement au final. Donc il faut de toute façon, si tel est le cas, qu'il y ait un raccourcissement du calendrier, une accélération de mise en place, qu'il y ait une compensation État qui permette en back-office, en arrière, disons, de lisser pour les entreprises éventuellement le surcoût qu'il puisse y avoir. Il faut qu'il y ait un accompagnement. Donc nous, on a toujours été ouverts, pour notre partie en tout cas, à une discussion vraiment franche et une véritable volonté d'avancer sur le sujet. Mais bien évidemment, il faut que ça soit tripartite. Il y aura les organisations salariales, les organisations patronales, mais aussi l'État qui doit être derrière et qui doit permettre d'avoir un juste équilibre pour éviter d'emmener les entreprises dans une situation qui sera de toute façon intenable. Et quel est l'écho reçu par l'État quand vous expliquez ces difficultés potentielles et à venir si on ne les intègre pas dans la réflexion? L'écho que vous avez du côté État, c'est lequel? Aucun problème là-dessus. Là-dessus, je ne peux pas dire. On est suffisamment en réunion avec eux, donc ils sont bien conscients effectivement que ça n'est pas applicable comme ça d'un coup d'un seul. C'est totalement infaisable, c'est évident. Et qu'il faudra un accompagnement des entreprises. Il faut qu'il y ait une dilution progressive de la mise en place de toute façon, et effectivement l'accompagnement des entreprises est obligatoire, sinon on les envoie direct dans le mur, ça c'est évident. La Réunion a réussi à obtenir la mise en place d'une zone franche globale. Mayotte la réclame depuis de nombreuses années également. Jean-François Carenco a dit non, c'est pas à l'ordre du jour. Est-ce que c'est vraiment pas à l'ordre du jour, ou c'est quand même un sujet suffisamment souvent répété pour qu'on puisse l'espérer? C'est un sujet qui est suffisamment répété. Voilà, après vous avez la réponse de M. Carenco pour l'instant, mais c'est un sujet qui est sur la table, qui revient sans arrêt et qui semblerait effectivement un incontournable pour un développement économique serein, pérenne et quasi évident. Donc on va continuer de demander, c'est évident. La problématique de l'eau, elle a quel impact sur l'activité économique? Parce que sur les foyers, on a tous bien compris maintenant. Oui. En revanche, on ne le perçoit pas forcément toujours bien dans les entreprises. Alors là, encore une fois, les difficultés sont différentes en fonction des secteurs d'activité. Il est bien évident que nous, restaurateurs, notamment hôteliers, ça nous impacte directement et assez durement. Il y a des problématiques déjà réglementaires qui sont les réglementations d'ERP, d'établissements recevant du public. Donc on se doit d'avoir une certaine norme pour être en capacité d'ouverture et de recevoir correctement nos clients, aussi bien en hôtellerie qu'en restauration d'ailleurs. Ensuite de ça se pose une problématique assez simple, c'est cuisiner sans eau, c'est quand même extrêmement compliqué, d'accord. Donc évidemment derrière il y a un problème de normes sanitaires sur lesquelles on ne peut pas entraîner nos confrères à faire n'importe quoi à coups de seau d'eau dans le fond d'une cuisine, parce que là il y a un véritable risque possible d'intoxication alimentaire. Donc on est en train de prendre toutes les solutions, toutes les réflexions possibles pour essayer de passer ce cap-là, mais on est dans une situation qui est très très dégradée. Ouais. Comment peut-on, parce que comment dirais-je, nettoyer des verres, nettoyer des assiettes, faire la vaisselle quand on n'a pas d'eau et qu'on tient un restaurant, on fait comment? Sur cette partie-là, pour l'instant, on va dire que sur les services du midi, ça passe encore. Donc ensuite, les gens ont quand même une partie de stockage d'eau qui permet au moins d'approvisionner le sol, lavage de sol, les toilettes,
éventuellement la partie tout ce qui est vaisselle, etc., passer au lave-vaisselle, parce qu'on a quand même tous des machines relativement professionnelles, hein, évidemment, mais la partie culinaire à proprement parler, c'est celle-ci qui pose un énorme souci. On peut pas faire n'importe quoi. On peut craindre, dans la période où les coupures vont s'amplifier, voire il n'y aura plus du tout d'eau au robinet, on peut craindre des intoxications alimentaires et donc peut-être des phases de fermeture des restaurants encore ? J'espère que non. Nous, en tout cas, au niveau du syndicat, on engage les gens à ne pas aller au-delà, effectivement, de certaines situations. Il y a des situations sur lesquelles, de toute façon, il ne faut sûrement pas aller, ça c'est évident. Mais quand vous mettez les entreprises dans une situation potentiellement dégradée, un restaurant qui travaille le midi, qui travaille le soir et qui n'a plus d'eau à partir de 17h, s'il doit amputer son chiffre d'affaires de 50% de sa journée, à un moment, il va falloir se poser la bonne question. Comment il fait pour payer ses salariés et son loyer à la fin du mois ? Ça va être relativement impossible. Donc, qui paye ? Est-ce qu'il va y avoir une compensation État ? Est-ce qu'il y aura effectivement un fonds de solidarité, par exemple, bis sur cette période-là ? Nous, c'est ce qu'on a demandé. Hein. On a demandé à l'État de mettre en place un fonds de solidarité au cas par cas en voyant les situations des gens. Et puis aussi un accompagnement sur des montages de citernes de récupération d'eau notamment. Et de voir tous les process qui pourraient accompagner nos confrères et les soulager dans la période difficile qu'on va traverser, parce qu'on n'est qu'au début. Hein. Oui, on n'est qu'au début. Le retour de l'État, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils sont ouverts à ça, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, la problématique reste toujours effectivement d'argumenter de base, on est à peu près d'accord. Hein. Une entreprise qui ne peut pas travailler, évidemment qu'elle ne génère pas d'argent, elle est très vite en difficulté. Là-dessus, il n'y a pas besoin de faire Bac+10 pour s'en douter. Voilà, donc évidemment qu'on est au pied du mur et que si on se trouve dans une situation comme ça, on va être en très très grande difficulté assez vite. Donc évidemment qu'il nous faut un portage qui soit là aussi réactif et pas quelque chose qui arrive dans un an, hein. Sinon c'est l'hôpital après la mort et ça marche tout de suite beaucoup moins bien. Donc il faut effectivement quelque chose qui nous accompagne, qui sera à voir avec les entreprises, encore une fois au cas par cas, selon les difficultés de chacun. La sécurité, c'est aussi une problématique forte, à la fois les vols, les cambriolages, les agressions, mais aussi les clients qui peuvent se faire agresser le soir en sortant des restaurants, par exemple. Vous craignez la fin de l'opération Wambushu ? Que dit le monde économique là-dessus ? Ça a toujours été notre crainte, hein, les échanges qu'on a eu avec les services de l'État et avec tout le monde sur ce sujet-là. Il est bien évident que l'opération Wambushu, alors sur Mamoudzou, on est dans une espèce de bulle, on va dire, hein, depuis le début. Hein. Il n'y a pas spécifiquement de problème, il faut quand même qu'on se le dise. Ceci étant, nous, notre grosse crainte sur cette opération, c'est l'après. Ça l'a toujours été. Là, il y a le pendant en ce moment qui va se prolonger, hein, comme l'a annoncé le ministre Darmanin, effectivement. Mais l'après, qu'est-ce qui va se passer ? Ça a toujours été une source d'inquiétude. On ne sait pas effectivement quelle sera la situation sociale, quels seront les ressentis, quel sera possiblement le retour de bâton. On a une très grosse crainte là-dessus, vraiment. Hein. Donc on attend, on va voir, et comme tout le monde, on subira le cas échéant, mais on espère que ce ne sera pas le cas. Hein. Et si d'aventure ça ne se passait pas correctement, c'est quoi les risques des fermetures, etc. On tend vers ça. Concernant si l'insécurité revient à compter du mois de septembre, on parle de développement du tourisme, difficile de développer du tourisme avec de l'insécurité. Il y a de toute façon, pour un développement économique serein, il y a deux prérequis à avoir de toute façon nous, dans notre profession, mais généralement c'est le cas, c'est effectivement la sécurité sur l'île et l'eau en permanence. Ça, là-dessus, vous ne pouvez pas développer une destination touristique à coups de seau d'eau. Ça n'est pas crédible. Donc évidemment qu'il faudra très rapidement passer ce cap-là. Bon, ça c'est un problème qui me semble plus accessible, même s'il y a du retard à l'allumage dans la fusée, c'est évident, mais il y a des moyens financiers, il y a des capacités techniques, ça reste que du matériel. Il suffit de mettre en place et puis c'est parti. Donc bon, là je pense que tout le monde a bien compris qu'on était arrivé au bout d'un système et qu'il fallait vraiment des solutions d'urgence, oui, mais qui deviennent très vite pérennes, hein, pas d'urgence comme les bouteilles d'eau importées ou je ne sais. La fixation des prix de l'eau minérale, etc., c'est une bonne chose, mais là ça reste une solution d'urgence pour passer le trimestre, voire le semestre qui s'annonce. Après, il faut très rapidement que les travaux structurants se fassent, mais vraiment vite, pour qu'on ait un soulagement dès le deuxième semestre de 2024, ce qui devrait normalement être le cas, et ensuite envisager quelque chose de plus serein et pérenne. C'est un prérequis pour le développement. Après, si on se retrouve
avec une période d'insécurité qui redevient féroce à la fin. Et chronique. Nous, de toute façon, nous sommes des gens responsables dans nos entreprises. La priorité, c'est nos salariés, nos entreprises. Donc, si jamais ça chauffe dans un quartier, le chef d'entreprise, il est aux aguets de toute façon. Il ferme immédiatement. Hein. Il met son entreprise et ses gens en sécurité. Et après, on attend que ça passe. Hein. Ça a toujours été une directive. Hein. Merci beaucoup, Charles-Henri Mandalas. Avec plaisir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.